Rétrospital à l'écran. Tu veux commencer? Oui. Donc, Antoine nous a présenté. Pour ce qui est de notre jeu, c'est un jeu qu'on a commencé à développer en 2014 en sortant d'une garde aux urgences où on se disait qu'on connaissait plus les Pokémon de notre enfance, alors que les antibiotiques, les spectres et tout ça, il y en avait moins, mais on les retenait moins facilement. Donc, on s'est dit pourquoi pas utiliser les codes des jeux qui nous ont fait rêver durant toute notre vie et l'adapter pour pouvoir apprendre justement. Du coup, on a été aussi confronté au fait qu'il y avait un certain nombre d'applications se disant serious game qui nous amusaient pas tant que ça en fait, et on s'est dit comment on peut apporter du ludique et de l'apprentissage en même temps dans une démarche qui est plutôt cohérente, parce que c'est pas juste une petite feuille d'apprentissage, une petite feuille technique, une petite feuille d'apprentissage, une petite feuille ludique. Il faut que ça soit un tout. Et dès le début, on s'est concentré là-dessus, en fait. Tu veux dire un mot ? Oui, Je coupe, hein, si jamais. Voilà. Donc ça prend en charge tous les codes du jeu vidéo, la mise en compétition, la mise en place de stratégies, et voilà. On a remarqué aussi que qu'est-ce qui faisait l'essence d'un jeu vidéo, c'était l'expérience qui était donnée aux joueurs. Une expérience aussi, c'est le même terme qu'on utilise quand, au fur et à mesure qu'on apprend des choses, on acquiert de l'expérience. Donc, en faisant le lien entre les deux, on s'est dit, bon, on a joué à plein de jeux, il y a certains qui nous ont donné une expérience positive, c'est-à-dire qui créaient des émotions chez nous, qui nous faisait penser à certaines parties de notre enfance, qui nous faisait penser à certaines choses dans la vie, et le lien avec l'expérience d'apprentissage. Et on s'est dit, comment lier les deux ? Et on a eu, c'est un terme qu'on n'avait pas défini nous à la base, mais on l'avait un petit peu rencontré sans le savoir. C'est le flow, et c'est, à mon avis, un des paramètres qui permet à tout joueur de se maintenir dans le jeu. Et ça marche aussi, si on rajoute de l'apprentissage, à maintenir le joueur dans l'apprentissage, en fait. Donc il y a plein de techniques qui existent. Il faut que la difficulté soit bien dosée, parce que si c'est trop difficile, le joueur va s'arrêter. Il faut que non plus ça soit pas totalement plat, parce qu'il faut mettre du rythme, sinon le joueur va s'ennuyer. Donc on a une espèce de zone de confort où le joueur se maintient dans le jeu et donc dans l'apprentissage. Et voilà, il faut utiliser des surprises, il faut que le joueur ressente des choses en jouant au jeu, et c'est tout ça qu'on utilise. Je vais juste rajouter un petit quelque chose par rapport à la présentation que vous aviez fait, Monsieur Ceci, où vous parliez du coup du temps de cerveau disponible en quelque sorte, je ne sais pas exactement comment le dire, et je vous ai entendu tout à l'heure dire qu'il fallait que les mécaniques de jeu n'empiètent pas sur les messages éducatifs. Je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être fait un peu instinctivement, mais qui se rapproche de ce qu'on essaie du coup maintenant de théoriser, en disant qu'en fin de compte, en s'appuyant sur des mécaniques de jeu qui sont très 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 classiques et très connues, et c'est par exemple NutriBird du coup qui vient d'être présenté aussi, qui reprend donc le concept de Flappy Bird et qui est quelque chose de presque sous-cortical. En fait, je pense qu'on peut se permettre, en faisant atteindre aux joueurs l'état de flow, qui est cette espèce de transe dans laquelle on se met au bout d'un certain temps, de finalement pas utiliser tant de ressources que ça pour faire leurs gestes et explorer leur environnement, etc. Et après, il y a un certain nombre de temps de jeu, bien sûr, et du coup de favoriser la transmission du message éducatif. Donc du coup, un jeu, c'est quelque chose de cohérent, c'est pas juste un contenu technique et un contenu ludique qu'on ajoute, parce que deux choses qui s'ajoutent donnent pas forcément quelque chose de plus grand après, donc c'est la cohérence. Maintenir une attractivité au niveau du jeu pour que le joueur reste et apprenne presque des fois sans s'en rendre compte, et ensuite lier l'expérience de jeu pour qu'elle participe à l'expérience après qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on apprend. Du coup, voilà, donc après une présentation un peu, on va du général au plus spécifique, donc on va vous parler de ce qu'on a fait, nous, pour arriver à ces objectifs.
On a commencé en fait par définir notre problématique, qui était de dire qu'on trouvait qu'il n'y avait pas de serious game qui permettent un apprentissage varié, en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est des... Nous, en tout cas, il y a 2-3 ans, quand on a commencé à s'y intéresser, il y avait beaucoup de scénarios prédéfinis. Il y avait notamment le jeu Diagnostic en urgence qui venait d'être fait testé en bêta par la NEMF et qui... Voilà, donc qu'on avait essayé, et on trouvait ça dommage qu'il n'y ait qu'un seul scénario proposé à chaque fois. Et donc on est parti de ce problème-là en disant, bah, du coup, pas de souci, on va faire un générateur de cas aléatoires. Alors ça fait très facile dit comme ça, mais on y passe encore pas mal de temps et ça reste très compliqué à maintenir. Donc ce qu'on a fait, c'est répondre à cette attente-là qui était la nôtre, et on espère et on estime celle des autres étudiants de notre promo, de notre génération, en y répondant avec ce système-là. Donc peut-être avant d'aller plus loin, je ne sais pas si tu veux expliciter un peu le générateur. Je sais pas. Ouais, on va essayer de faire vite, ok. Comme vous le disiez, Johan, on a voulu d'abord faire un jeu avant de faire un support éducatif, parce qu'on aime bien les jeux et parce qu'on estimait que c'était comme ça qu'il fallait procéder. Donc c'est un peu pareil, c'est peut-être un peu radical, mais c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc on a intégré, ce qu'on vous disait tout à l'heure, les codes vraiment du jeu vidéo. Donc je suis désolé, on n'a pas pu intégrer d'images, de vidéos, de trucs comme ça du jeu, mais on a une interface qui est classique. On a des mouvements de souris et de clavier qui sont très classiques pour toutes les personnes qui ont joué à des jeux de stratégie, des choses comme ça. On a tous les graphismes qui sont effectivement faits en pixel art. Pareil, parce que c'est le code des vieux jeux et que ça associe immédiatement certains concepts dans l'esprit des gens. Tout a été développé comme ça. Et tout a été développé pour répondre quand même à une problématique de base qui se veut un tant soit peu sérieuse, qui était celle d'apprendre en révisant. On est parti de ce principe-là aussi, de dire qu'on n'allait pas apporter, on ne prétendait pas apporter des nouvelles connaissances aux étudiants du second cycle, donc 4e et la 6e année, qui préparent l'internat. On veut juste qu'ils puissent les consolider. Et ça, c'est mis en valeur et c'est permis par le fait justement qu'on parte d'un générateur de cas aléatoires. Et du coup, c'est le fait que le joueur aille au-devant de situations inconnues au moment de lancer sa partie, qui font qu'il va devoir trouver des capacités d'adaptation et répondre à ce qu'on lui demande en fonction de ses compétences qu'il a acquises en cours, en TD, etc. Et c'est en partie ce qu'on nous demande à l'hôpital et du coup à l'examen de l'internat. Et du coup, pour faire le lien, comment apprendre quand on révise et pas juste réviser, bachoter? Il faut qu'on ait un feedback, il faut que le joueur ait un feedback pour pouvoir apprendre justement de ses erreurs, et parce que les révisions, c'est pas juste un contenu qui est connu parfaitement. On se rend compte plusieurs fois quand on repasse sur des bouquins ou quoi que des fois on maîtrisait pas totalement le sujet, et que voilà, donc c'est important, et la révision fait aussi partie de l'apprentissage. Aussi, je voulais faire juste une petite parenthèse sur le fait que c'était une démarche artistique aussi que de faire un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a du graphisme, c'est le pixel art, c'est Benjamin qui s'en est occupé. Il y a aussi une musique, une ambiance sonore. Il faut utiliser tous les sens du joueur pour pouvoir le maintenir, encore une fois, dans le flow. Donc, voilà. L'évaluation, ça permet aussi de se situer et de voir ce qui reste à apprendre ou pas. Et l'évaluation, je pense qu'elle est inhérente aux jeux vidéo. Et pour que le joueur ne se sente pas bafoué et pour qu'il continue de jouer, je pense que c'est une évaluation qui doit être juste, sans jugement, et juste sanctionner ce qui est su, ce qui n'est pas su, sans interrompre justement ce flow-là. Alors, des conditions de victoire et de défaite dans un jeu vidéo, c'est une évaluation en quelque sorte, c'est-à-dire que l'objectif a été atteint ou pas, et du coup la partie est gagnée ou perdue. Magnifiquement dit. Et au-delà du jeu, du coup, on essaie de trouver des nouvelles pistes d'évaluation, alors qui nous sont proposées parce qu'on a pu présenter le jeu à un panel de profs à Toulouse, qui était très enjoué et qui du coup nous ont donné pas mal de retours, notamment celui de l'apprentissage par problème. Donc, en fin de compte, on est parti parler d'un... Je ne sais plus si on a les diapos après pour la certification, tout ça. Ouais. Voilà, donc pour faire très bref, on a voulu faire certifier notre contenu, et le problème c'est qu'à cause de la génération aléatoire, ce sera probablement compliqué à mettre en place, de tout certifier de manière exhaustive, mais ça répond à ce côté d'apprentissage par problème où on laisse entendre aux joueurs qu'il y a une marge d'erreur possible dans le contenu que nous on lui propose. Parce que c'est pas un contenu qui est fait par des professionnels de santé, pas encore, mais par nous, des étudiants qui sont au même niveau qu'eux, et du coup, voilà.
On peut aussi envisager de collecter les données de réponse des joueurs, et soit pour des visées de recherche en didactique, ce dont vous parliez tout à l'heure, qui permettrait de voir comment ont répondu des étudiants de 4e année versus des étudiants de 5e année, avant ou après un cours, etc. On pourrait retracer les raisonnements et toutes les démarches qui ont amené le joueur à répondre ce qu'il a répondu. Je sais pas si tu veux... Donc c'est quelque chose qui est possible, qui est débloquable par les facultés qui voudraient utiliser cet outil-là pour justement évaluer des pratiques dans un cadre vraiment défini pour voilà, études ou recherche. Donc là, c'est les feedbacks, je pense qu'on ne va pas s'attarder dessus, mais il y a plusieurs échelles de feedback. C'est le feedback instantané, où le joueur a bien répondu ou pas. On fait une synthèse à la fin pour savoir ce qui aurait dû être fait ou pas également, et tout ce qui est récapitulatif au niveau des données du joueur. Un joueur a bien diagnostiqué 3 méningites sur 4, donc c'est voilà, peut-être que si c'était 4 méningites sur 4 diagnostiquées, ça veut dire que c'est plutôt acquis. Donc le joueur a un retour et en même temps a envie de s'améliorer là-dessus. Donc ça, c'était pour la certification du contenu, qui est compliqué parce que voilà, c'est des cas cliniques qui sont aléatoires mais qui restent cohérents, on n'est pas à l'abri d'erreurs, et il faudrait pour ça générer un certain nombre de cas pour que la certification vraiment ait du sens. Voilà, à partir de NK, à mon avis, ça serait bon. Et une autre solution aussi, c'est aussi disponible dans notre jeu, la création de contenu par les enseignants, c'est-à-dire des cas cliniques que eux rentrent dans le jeu et qui permet de shunter un peu ce côté aléatoire s'il faut vraiment utiliser pour mettre face à face l'étudiant avec une situation qui est vraiment scriptée, quoi. Donc ça, c'est pour les scénarios extérieurs, et on est en discussion du coup avec notre fac par rapport à ça. Rétrospital, support de cours, support d'évaluation pour certains justement quand c'est scripté, et peut-être une autre forme du coup d'enseignement à domicile ou à la faculté. Et voilà. Merci. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Tous les trois, puisque le troisième est virtuel, mais il est avec nous. En tout cas, il était avec nous le week-end dernier, donc on sait qu'il existe. Hein. Et il est tout aussi pixelisé que les deux premiers. On l'a rencontré. Je vais me permettre peut-être, si Pascal me le permet, de proposer que les questions, on essaye de les garder un tout petit peu vers la pause café, parce que le temps est en train de nous filer entre les doigts, et si on veut vraiment pouvoir avoir un agenda aussi dense qu'on vous l'a fait dans notre programme, peut-être que on va essayer de compacter un petit peu tout ça, si vous le